Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'ordocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, cette fois-ci, c'est fini, c'est clair. Bakhmout est tombé. Les Russes ont gagné la bataille de Bakhmout, qui a fait plus de 30 000 morts, selon certains experts, du côté ukrainien, mais qui a fait aussi beaucoup de morts du côté russe, mais pas autant, même pas la moitié. Alors, Bakhmout est tombé. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Quels sont les enjeux de cette ville? Les Ukrainiens vous disent que, oh, même s'ils prennent Bakhmout, c'est une ville détruite, il n'y a rien, ce n'est pas stratégique, c'est pas important. Quand Bakhmout est tombé, Prigojine a déclaré qu'il a pris la ville et d'ici le 25, il va donner la ville aux militaires russes. Parce que c'est lui qui a mené le combat, c'est Wagner qui a mené le combat dans Bakhmout. Après, le ministre de la Défense est venu confirmer et le président Poutine a félicité les soldats de Wagner et aussi ses soldats, les soldats de l'armée gouvernementale. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Bakhmout, qui serait tombé depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, on a vu Prigojine dans Bakhmout parader, dire que bon, il va quitter Bakhmout parce qu'il n'a pas d'armes, parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce qui se passait exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement dans Bakhmout? Eh bien, je vais vous dire une chose que vous devrez d'abord comprendre, c'est que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France n'opèrent plus avec leur armée directement. Ils opèrent avec des mercenaires. Les Français ont la Légion étrangère, les Anglais en Sondline, les Américains ont, il y a Black Panther ou Black voilà, et puis il y a ceux qui a la mode, et notamment ceux qui ont combattu, qui combattent en Ukraine et notamment à Bakhmout, c'est Mozart. Les gouvernements de ces pays-là, notamment américains,
Je vous ai déjà dit que les Américains, quand ils vont faire des guerres, ils aiment tuer, mais ils n'aiment pas qu'on les tue. Parce que chaque fois qu'on tue un soldat américain, lorsque on ramène le corps ici aux États-Unis, ça révolte la population américaine. Aucun président américain n'a survécu après plusieurs morts. En tout cas, il perd sa crédibilité, il perd sa confiance, et puis, bon, tout le monde se marginalise de lui et on ne veut plus le voir. C'est le cas de George Bush. Quand il est allé en Irak, tous les Américains ont applaudi. Quand il est allé en Afghanistan, tous les Africains ont applaudi. Plutôt les Américains ont applaudi. De part et d'autre, républicains, démocrates, c'est tout à fait normal. Et lorsque on a commencé à ramener les corps un à un, les Américains, la population américaine a commencé à s'inquiéter, à dire des choses que non, mais écoutez, nous ne finançons pas une armée qui va pour échouer, qui va faire des morts. Nous, on veut une armée qui va tuer. C'est pour ça que vous avez vu, Bush a eu une très mauvaise réputation. C'est différent de Barack Obama qui est allé en Libye, par exemple. Il a détruit la Libye, envahi le Sahel, mais sa cote de popularité n'a pas été entamée. Parce que c'est lui qui a tué, lui n'a pas reçu assez de morts. En dehors de l'ambassadeur. Quand on a tué l'ambassadeur américain en Libye, mais c'était sérieux ici. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui a fait que Hillary Clinton puisse perdre l'élection face à Trump. Donc, c'est pas des choses, on ne joue pas avec ça, ici aux États-Unis. Maintenant, comme ce sont des gens qui travaillent toujours pour contrôler la population, ils ont trouvé une parade. La parade, c'est laquelle? C'est que dans l'armée américaine, vous avez près de 50% ou plus même qui sont des mercenaires. Les fameux Mossad, les fameux Black Panthers, qui ont fait des Black Panthers, c'est illustré en Irak, et ce sont eux qui ont tué Saddam Hussein, et en Afghanistan. Mossad, c'est en Ukraine. Actuellement, c'est la plus grande force paramilitaire américaine. Et les Anglais, ils ont Sunlight. Maintenant qu'ils sous-traitent les dossiers, les guerres, qu'ils font pour la plupart par proxy, comme en Ukraine, c'est l'OTAN, donc les États-Unis contre la Russie, mais sur le sol ukrainien. Parce que les experts vont vous dire, là encore, que l'armée ukrainienne a été décimée. Elle comptait près de entre 150 et 250 000 soldats, mais ils ont été vraiment massacrés. Donc, en ce moment, c'est l'OTAN qui fait la guerre à la Russie. C'est pour ça que Vladimir Poutine a dit, nous sommes en train de mener une opération spéciale en Ukraine, mais nous sommes en guerre contre l'OTAN. Vladimir lui-même, Poutine, l'a déclaré. Donc, pourquoi Bakhmout est si sincère, est si important? Pourquoi ça a duré plus de 8 mois? Pourquoi? Quelle est l'importance de Bakhmout? Vous avez vu qu'il y a eu le sommet du G7 qui s'est tenu au Japon, à Hiroshima, la ville là où les Américains ont jeté leur première ou seconde, l'une des bombes atomiques, qui a fait en quelques minutes, en 1 minute ou 2 minutes, près de 250 000 morts. C'est un carnage incroyable. C'est ce qu'on appellerait d'ailleurs crime contre l'humanité. Hein, parce que c'est crime de guerre plutôt. Parce que là, ils sont sortis hors norme. Mais c'est quand même là-bas que les États-Unis vont encore pour encourager à ce qu'en Ukraine, on puisse continuer la guerre. C'est quand même là-bas que les États-Unis vont donner des leçons de bonne conduite au monde entier. C'est comme s'ils se moquaient du Japon. Mais le Japon, comme d'habitude, il essuie les bottes des États-Unis. Donc le G7 se tient, c'est tenu là, samedi et dimanche 20 et 21.
Et là, on invite Zelensky à la place de Poutine. Parce que on parlait maintenant du G8 avec la Russie. Comme ils ont enlevé la Russie, maintenant on parle du G7, les 7 pays les plus industrialisés au monde. Et donc la place que la Russie utilisait, cette fois-ci symboliquement, on a fait venir Zelensky pour venir expliquer comment les choses évoluent, et puis comme d'habitude demander des armes et de l'argent pour continuer à mener la guerre. Et là, ils se sont engagés qu'il n'y a pas de négociation, ils doivent continuer à frapper, ils doivent vaincre la Russie. Et la Russie a répondu. Donc, vous allez constater que au moment où se tient le G7, c'est là que Prigojine fait sa déclaration, le ministre des Affaires étrangères russe fait sa déclaration, le président Poutine aussi fait sa déclaration. Donc, en quelque sorte, ils ont répondu. Mais ils ont répondu à quoi exactement? Ils ont répondu à quoi? Je vous ai déjà dit tantôt que l'armée ukrainienne a été décimée. Donc actuellement, c'est surtout les mercenaires américains, anglais, français et autres qui sont en train de combattre. Et comment vous appelez ça? Zelensky, en ce moment, en train de recruter dans les pays arabes pour prendre des gens qui vont venir combattre pour lui. Le vrai enjeu, c'est lequel? C'est que ce n'est pas deux armées qui se battent. Poutine a constaté que les Américains n'utilisent pas leur armée professionnelle, des professionnels de la guerre. C'est pas parce que si c'était les Américains, les militaires eux-mêmes, ça allait être difficile. Puisque c'est une guérilla et il y aurait beaucoup de morts et que ici aux États-Unis, les gens auraient déjà dit bon, stop, arrêtez avec ça. Donc, ce que les Américains ont fait, ils ont envoyé leurs mercenaires de Mozart. Les Anglais ont envoyé leurs mercenaires de Sondheim. Donc, il y a les plus grandes compagnies paramilitaires, donc des mercenaires de l'OTAN, qui sont descendus dans Bakhmout. Et qu'est-ce que Poutine fait? Poutine dit, mais moi aussi, depuis un certain temps, j'ai mes paramilitaires. Ce sont ceux-là que je veux mettre comme ça, puisque vous n'avez pas envoyé votre armée, moi je vais envoyer aussi mes mercenaires. Et voilà comment Poutine envoie donc Wagner pour s'occuper d'eux. Donc ce que vous avez vu là à Bakhmout, cette bataille, ce combat de 8 mois, c'était en fait les mercenaires de l'OTAN contre les mercenaires de la Russie. C'était un combat de mercenaires. Poutine a déjà battu la France dans les années 1800, je pense 1812, l'armée de Napoléon. La Russie s'est retrouvée à Paris, elle a marché dans Paris. En 1945, là, c'est les Allemands qui ont voulu aussi essayer un peu le grand russe, l'ours blanc. Eh bien, Poutine les Russes se sont retrouvés à Berlin. Donc, ils ont toujours combattu. Ça, c'est des guerres, c'était des guerres conventionnelles. Là, ils ont mis maintenant, c'était pour voir si les mercenaires peuvent faire le travail. En Irak, après, quand il y a eu beaucoup de morts, on commençait à avoir beaucoup de morts, eh bien, les États-Unis ont utilisé les mercenaires. Ils ont commencé à utiliser les mercenaires. La deuxième guerre d'Irak, c'était pour confirmer aussi que les mercenaires sont une bonne option. Et maintenant, les Russes aussi, c'est là que les Russes aussi ont créé leur compagnie, leur paramilitaire. Ils se sont affrontés. Et là, les Russes ont encore gagné. Donc, en fait, la réponse de Poutine à l'OTAN, c'est de dire que c'était pas la guerre entre les paramilitaires, entre les mercenaires. Moi, j'ai les meilleurs mercenaires.
Ce que vous avez vu là à Bakhmout, là, c'était la guerre des mercenaires. Les mercenaires de la Russie ont réussi à vaincre ceux de l'OTAN. Et c'est le message que Poutine a donné aux Américains et aux Anglais qui ne veulent pas du tout que l'Ukraine puisse négocier. Le message, c'est celui-là. Que vous avez utilisé des mercenaires, j'ai utilisé des mercenaires. Les mercenaires se sont affrontés et puis voilà ce qui a donné le résultat. Nous avons gagné. Et entre-temps, il faut reconnaître, quand Poutine, plutôt Prigojine, déclarait insulter le ministre des Affaires étrangères et tout, et déclarait qu'il va quitter Bakhmout et que les Tchétchènes devaient revenir les remplacer, c'était un mensonge. C'était pour attirer les Ukrainiens qui préparaient une offensive. Vous savez que l'armée russe a détruit les réserves d'armes qu'ils avaient reçues des puissances de l'OTAN d'une valeur de plus de 350 millions de dollars avec un seul missile. Eh oui, c'était pas la rigolade. Donc, Kinjal, c'est ça le problème. Poutine a répondu aux pays du G7 en leur confirmant que mes mercenaires, non seulement mon armée est meilleure, mais mes mercenaires aussi sont meilleurs. Voilà le problème. Bakhmout a été la bataille, l'affrontement entre les armées privées, entre les mercenaires. Et là encore, ce sont les Russes qui l'ont remporté. Voilà le message qui est clair et qui est net. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons la paix. Nous ne sommes pas pour la guerre. Nous pensons qu'il y a une autre façon de gouverner le monde. On ne peut pas gouverner ce monde en utilisant toujours la force pour dominer les autres, pour piller les autres pays, pour coloniser et faire main basse sur les matières premières des pays étrangers. Mais, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Ampiar.